Donc, je suis Raphaël Vintrebert, je suis effectivement directeur général adjoint de la mission locale de Paris et je vais vous présenter un peu là où on en est de nos réflexions et de nos projets sur les Open Badges. Alors, je vais d'abord en quelques mots décrire la mission locale. On est une association, on fait partie d'un réseau national, hein. Il y a 430 missions locales qui couvrent tout le territoire national, mais chaque association est indépendante avec sa propre gouvernance, ses propres financements, même si on a des missions communes. La mission locale de Paris a une particularité, c'est d'être la plus grosse, disons, avec celle de Marseille. On couvre tout le département de Paris, on a plus de 200 salariés sur 9 lieux et on accompagne chaque année plus de 20 000 jeunes parisiens. Et donc, les missions locales accompagnent des jeunes de 16-25 ans qui ne sont pas scolarisés et qui ont besoin d'appui pour trouver un boulot, une formation, mais aussi lever des freins, hein, comme on dit classiquement. Ça peut être des questions ou des problèmes d'accès aux droits, de logement, de santé, de mobilité, des problèmes financiers, très souvent, bien sûr, ils nous sollicitent pour ça et on a des leviers financiers et puis tous les champs finalement de l'accompagnement global, hein, puisque c'est ça la particularité des missions locales. Alors, quelques mots sur le public parisien qui, même si Paris est une ville riche, il y a beaucoup de jeunes en difficulté dans une ville riche et c'est une ville très inégalitaire, comme vous le savez bien. Un jeune sur deux que nous accompagnons n'a pas de diplôme, un sur quatre est en hébergement précaire, donc on a une vraie problématique de logement très très forte à Paris, ce qui nous différencie d'autres territoires. La plupart n'ont pas ou très peu d'expérience professionnelle et une majorité a été en échec scolaire, peu qualifiés ou pas qualifiés, pas confiance en eux. Donc finalement, ce sont des enjeux majeurs. Et il y a un autre paramètre, mais je reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on a 30% des jeunes que nous accompagnons qui sont de nationalité étrangère hors Union européenne de nationalité étrangère hors Union européenne, ce qui est évidemment considérable. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On accompagne un accompagnement global, individuel et collectif. Je vais aller vite hein, sur ces choses-là, mais c'est pour que tout le monde puisse un peu voir le champ dans lequel on opère. Et donc, on les accompagne, on les oriente vers des partenaires, on co-construit avec eux des parcours d'insertion hein, sur tous les volets formation, emploi ou plus social. Et puis, on met en lien idéalement vers les employeurs parce que la finalité, quand même, c'est l'emploi. Et donc, pour traduire ça dans le sujet de la journée, l'objectif des missions locales depuis toujours, hein, ce n'est pas les open badges évidemment qui ne sont qu'un outil qui ont fait naître cette problématique, c'est bien d'identifier, de reconnaître et de valoriser les compétences pour eux-mêmes et puis sur le marché du travail. Donc, c'est une problématique classique en mission locale. Mais les open badges nous donnent l'occasion de la repenser et de la travailler autrement, tant avec les bénéficiaires qu'avec les différentes parties prenantes avec lesquelles nous opérons, parce qu'on n'est jamais seul à accompagner les jeunes. Évidemment, on n'a pas les moyens. Avec 210 salariés, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas être seul à accompagner 20 000 jeunes, donc on travaille énormément avec tout un réseau. Alors, on a commencé à s'intéresser, à utiliser ou à tester vraiment, hein, c'était vraiment plutôt pour voir ce que c'était, des badges début 2019, donc il y a 2 ans, avec un salon Paris pour l'emploi des jeunes en février 2019. On avait fait quelques badges de participation, quelques badges de réalisation, parce qu'on avait des stands un peu sportifs, ils pouvaient faire un peu d'escalade. Voilà. C'était plutôt pour expliquer un peu la démarche, y compris avec nos homologues des missions locales d'Île-de-France, et puis pour présenter un peu aux jeunes. Voilà. Mais c'était vraiment un début, et puis on utilisait, et on utilise toujours Open Badge Factory pour délivrer ça. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion. Ce n'est pas un retour d'expérience parce qu'on n'en est pas à la délivrance de centaines de badges et pouvoir vous faire un retour documenté sur ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. On en est vraiment en fait au début de la réflexion, non, mais de l'expérimentation, oui. Donc, soyez indulgents et je suis là surtout pour vous dire un peu notre démarche et puis que vous me challengiez, que vous nous challengiez parce que j'ai plein de questions, j'ai autant de questions que de propositions précises, quoi. Alors, le premier enjeu qui est classique, mais je ne vais pas y passer trop de temps, mais quand même un peu, c'est sur l'architecture de badge. Alors, on est parti sur quelque chose d'assez classique, qui est assez proche de la typologie des badges proposés par le Dôme hein, en Normandie. On part vraiment des badges de pratique pour aller vers des badges de compétences. On se propose aussi de diffuser et de susciter à travers des selfie badges, des badges d'intérêt
pour des métiers, pour des secteurs d'activité ou pour des champs tout à fait personnels, ludiques, on va dire, sportifs, culturels ou autres. Des badges de parcours qui nous paraissent intéressantes pour dire qu'ils ont intégré tel et tel programme ou ils ont eu tel et tel parcours de vie ou tel parcours migratoire. Et puis des badges d'offres, badges d'offres d'emploi, de formation ou de propositions d'offres de services qui, comme je vais le montrer rapidement, peuvent être des méta-badges qui regroupent certains badges prérequis, on va dire. C'est un peu ça que je vais détailler. Alors voilà, c'est même pas encore une solution graphique stabilisée, ce que je vous montre là, c'est encore un projet. Donc vous voyez, on est loin encore de sa diffusion et de l'attribution en masse. Mais l'idée, c'est qu'on pourra avoir un badge de pratique comme ça. Alors je vais en faire un peu plus l'anatomie. Une catégorie de badge qui est indiquée en haut, badge pratique, mais il y a les autres catégories que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, badge de compétences, d'intérêt, de parcours ou d'offres. Il y a évidemment le nom du badge, bien entendu. Il y a le niveau, je ne l'ai pas écrit là, mais il y a le niveau. Et puis, ce qui nous semble intéressant, mais je pense que c'est un point de discussion avec vous, c'est que même sur un badge de pratique, et notamment parce que ces badges de pratique ont vocation à être surtout des selfie badges, c'est-à-dire que des jeunes avec lesquels qu'on accompagne à travers des ateliers puissent eux-mêmes identifier et formaliser des pratiques qui leur semblent signifiantes. Ça peut être j'ai construit des murs, des maisons, j'ai fait du jardinage, j'ai organisé un festival de musique, par exemple, mais que dans cette réflexion, on les incite à réfléchir aux compétences qu'ils ont pu développer eux-mêmes. Et donc, on puisse rendre visible aussi, même dans ce badge de pratique, des compétences associées. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir 15 compétences associées, mais certaines. Et puis après, on fait le lien. L'idée, c'est vraiment de partir des pratiques pour faire le lien avec le niveau de compétences. Et je vais y revenir après. L'objectif, c'est quoi ? C'est donc de pouvoir articuler deux enjeux, c'est-à-dire pouvoir reconnaître toutes les pratiques. Il y a une infinité de pratiques qui peuvent être reconnues, valorisées, valorisables par les bénéficiaires, mais en même temps, de rendre ces pratiques plus peut-être lisibles, visibles, en les associant à un certain nombre de badges de compétences qui, pour le coup, ces compétences sont limitées dans un référentiel. On sait qu'il y a 10 000 référentiels sur le marché, entre guillemets. Donc, nous, on a pioché un peu là-dedans pour faire un peu ce qui nous semblait avoir sens. Mais ce n'est même pas ça qui est le plus essentiel. C'est plutôt la traduction des pratiques en compétences. Alors, voilà à quoi peut ressembler un badge de compétences. Là aussi, ce n'est pas encore totalement stabilisé, pour être honnête, graphiquement, mais on peut avoir une catégorie de badge, badge de compétences. On reprend les 5 que je vous ai évoqués. Le nom du badge, là, j'ai mis un badge capacité de concentration. Il y a un pictogramme dédié, classiquement. Il y a un type de badge qui est mentionné. Ça, je vais y revenir parce que c'est quelque chose qui était important quand on a soumis ces idées et ces tests, y compris graphiques, auprès des employeurs. Donc, savoir-être, savoir-faire, ce sont des catégories classiques, mais qui sont lisibles, justement, et compréhensibles facilement. Il y a un niveau, bien sûr, je peux transmettre, et on a mis aussi des petits pictos avec des petits niveaux possibles. Et puis, il y a le nom de l'émetteur pour bien identifier qui on est en l'occurrence. Troisième élément, donc là, j'ai juste remis d'autres badges possibles graphiques, travailler en équipe, capacité de concentration, utiliser les mathématiques. Ce sont différents types de badges de compétences, de savoir, de savoir-être ou de savoir-faire. Alors, bon, notre référentiel, ce n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, de discuter des référentiels. Ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On a repris des catégories classiques. Il y a aussi des badges de parcours pour plus mettre l'accent, y compris sur le parcours d'insertion en mission locale, qui n'a pas forcément vocation à avoir une visibilité vraiment auprès du marché du travail, par exemple, mais qui est intéressant dans le parcours d'insertion avec nous, ou avec tout notre écosystème d'accompagnement. Et voilà. Et le troisième niveau, une fois qu'on est passé des pratiques aux compétences, l'idée, c'est de passer des compétences aux offres. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse rendre visible que telle compétence associée à telle autre compétence, utiliser les mathématiques, avoir une capacité de concentration et, par exemple, travailler en équipe, j'ai repris ces trois-là, donne des opportunités et notamment des opportunités d'emploi. Et c'est ça un peu ça que je vais discuter, soumettre comme sujet de réflexion à l'issue de notre design sprint sur les open badges pour le cadre des réfugiés, qui sont un des parcours d'action qu'on
qu'on met en place en ce moment. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse peut-être construire des badges d'offres, en l'occurrence une offre d'emploi. Alors, vous voyez, on n'a même pas encore de design de notre badge d'offre, ce n'est pas encore fait du tout, mais j'ai pris un exemple comme ça, un poste d'hôte ou d'hôtesse de caisse en Île-de-France avec un certain nombre de champs qui définissent quelle est l'offre, mais qui serait une composition d'un minimum de badges, plutôt de compétences, mais ça pourrait être d'autres prérequis comme avoir le permis de conduire ou avoir peut-être même des habilitations, une habilitation électrique pour certains métiers. Il s'agit de voir avec les employeurs comment ils peuvent qualifier leur offre de façon suffisamment précise pour que ce soit utile pour eux dans une forme de sourcing et de recrutement. Alors, j'ai voulu résumer un peu pour nous les trois enjeux majeurs avec cette structuration des badges. On a donc des badges de pratique A, pratique B, pratique C, des badges d'intérêt, des badges de parcours. Tout ça, c'est bien l'enjeu de créer des communautés. C'est très souvent discuté et présenté dans les webinaires que j'ai pu visualiser de badges, des déclics ou des badges cliniques, pardon, ou bien d'open badge passeport ou d'autres réseaux. Donc, c'est évidemment cet enjeu majeur de mettre en lien sur des territoires, des communautés apprenantes. C'est un enjeu très important. Mais il y a un deuxième enjeu, et c'est plutôt là-dessus que je voulais échanger avec vous, c'est faire le lien entre des pratiques et des compétences. Donc, vous voyez, j'ai regroupé des pratiques qui sont associées à une compétence 1, la compétence 1. Et une fois que ces compétences 1 peuvent permettre de délivrer le badge, ce badge de compétences est lié à d'autres compétences et qui sont liées et qui permettent, ou en tout cas qui peuvent générer un parcours d'accès à des opportunités d'offres. Et ça, c'est un enjeu de valorisation sur le marché du travail qui nous semble particulièrement intéressant. Et puis, l'enjeu global, évidemment, c'est l'enjeu personnel finalement, puisqu'il y a une dimension évidemment plus que symbolique de valoriser la personne en tant que telle et qu'elle soit consciente de ses atouts, de ce qu'elle peut faire, peut-être aussi de ce qui lui reste à acquérir comme compétences, bien sûr, pour accéder à plus d'offres et avoir un éventail de possibilités plus important, mais il y a une dimension personnelle très importante. Voilà les trois enjeux stratégiques, j'ai envie de dire, qui pour nous sont possibles à travers les badges. Et aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur le deuxième, donc la valorisation sur le marché du travail. J'espère que je ne parle pas trop vite et que je ne vais pas trop vite, mais vous me direz ça après. Ça va, je peux continuer? Pas de souci? Absolument. Alors, ce deuxième enjeu, je voudrais l'illustrer à travers notre projet qu'on appelle Alero. Alors, en deux mots, il faut que je vous donne quand même le contexte. Donc, c'est un projet en consortium. La mission locale est le porteur du projet, mais en consortium avec l'EPEC. Je salue Thierry Semard qui participe au webinaire en ce moment même avec nous, mais aussi avec Habitat et Humanisme. Et avec France Terre d'Asile, on est 4 membres du consortium. On a répondu à cet appel à projet du PIC Insertion professionnelle des réfugiés, qui est un PIC, c'est le plan d'investissement dans les compétences, un gros financement de l'État, qu'on remercie évidemment de nous soutenir activement dans ce financement. On a d'autres financeurs, évidemment, notamment la ville de Paris, qui nous finance beaucoup sur ce projet. Et donc, on a obtenu ce financement juste l'été dernier. On a conventionné pour 3 ans. Et je ne vais pas détailler tout le projet, mais il y a un volet important, au-delà de l'emploi stricto sensu, de créer des réseaux et de générer des opérations de recrutement, bien sûr, pour les bénéficiaires, au-delà de l'aspect linguistique, qui est évidemment un enjeu majeur pour les réfugiés, au-delà de l'aspect social, qui est aussi un enjeu majeur parce que les personnes, quand je dis réfugiés, dans notre programme, ce sont surtout des réfugiés statutaires, mais aussi une partie, 10% de notre public peut être demandeur d'asile de plus de 6 mois. De plus de 6 mois parce qu'il faut qu'ils aient l'autorisation de travailler pour qu'on puisse vraiment rapidement les mettre en dynamique d'insertion professionnelle. Mais donc, on a un enjeu linguistique, un enjeu d'accès, de contact avec les employeurs, un enjeu social aussi, parce que beaucoup d'entre eux ont des difficultés de logement ou de santé importantes. Et puis, il y a un enjeu de valorisation et de valorisation des personnes pour elles-mêmes et des compétences qu'elles ont pu acquérir. Donc, c'était ça notre sujet et on s'est dit, on va essayer de développer les open badges dans ce cadre-là. On l'a mis dans notre réponse à appel à projet et donc maintenant, on est poussé par ce projet pour les mettre en place ou au moins les expérimenter. Je dis les expérimenter parce que
ce pic réfugié est un pic d'expérimentation aux yeux de l'État. Ça veut dire qu'ils sont tout à fait preneurs. D'ailleurs, peut-être certains participent au webinaire parce qu'on les a conviés, bien entendu. Ils sont preneurs de tentatives, qu'on puisse documenter ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est vrai que nous, sur les Open Badge, on teste, on avance comme ça, on ne sait pas trop complètement où on va, mais ce n'est pas très grave, on se dit qu'on apprendra toujours de ça, même si ça n'a pas été aussi fructueux que ce qu'on escomptait. Donc, sur les Open Badge, on y réfléchit et on s'est dit, plutôt que de partir sur le volet comment on va le faire aussi, je précise qu'on va le faire aussi, mais on a voulu faire un design sprint. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de ce format d'intelligence collective. C'est un format sur 5 jours pour aboutir à une solution assez opérationnelle. On aurait pu travailler sur comment les réfugiés eux-mêmes vont s'approprier les badges, comment on doit leur présenter, quel module d'atelier il faudrait mettre en place pour que ce soit utile, comment ils vont s'approprier Open Badge Passport, par exemple. On aurait pu avoir cette entrée bénéficiaire. Et puis, j'avoue que j'ai poussé, moi, pour qu'on ait une entrée, au contraire, employeur. Parce que c'est un point important, on est absolument convaincu de l'intérêt des badges pour les bénéficiaires eux-mêmes en termes de valorisation, mais ça ne nous paraît pas être suffisant, surtout pour un public migrant qui ont une urgence économique majeure. L'idée, c'est qu'on puisse aussi leur dire, cette valorisation, elle a un intérêt à court terme sur le marché du travail lui-même. Et donc, dans les processus de recrutement, utiliser vos badges, des badges, peut vous faire gagner, grosso modo, des étapes, enfin faire passer des étapes, et en particulier la fameuse étape, au moins d'avoir un entretien avec un employeur, un entretien de recrutement, et passer la fameuse étape du CV qui est souvent mortelle. Donc, on est parti sur cet axe-là. Et donc, on en a décliné la problématique du design sprint. C'était comment rendre utiles les Open Badges pour les employeurs afin d'améliorer l'employabilité des personnes réfugiées. Ça a été ça notre sujet. Donc, on a été accompagné par un prestataire, partenaire aussi, que je salue beaucoup, Warren Walter, qui a animé et qui a organisé ce design sprint. Ça s'est passé au mois de février, vous voyez, c'est assez récent. Et je vais vous parler, je ne vais pas vous décrire tous nos échanges, évidemment, ce serait beaucoup trop long, mais plutôt ce à quoi ça a abouti. Et ça a abouti à un prototype que je vais vous montrer. Mais avant de vous le montrer, je veux évoquer un choix stratégique aussi du sprint qui s'est posé et qui a été arbitré. Il y avait deux options, puisque la solution qui a été proposée, c'est un prototype technique. Vous allez voir, grosso modo, c'est des pages Internet où on peut visualiser un parcours de badge. Je résume. Et donc, là, il y avait deux possibilités. C'était soit on disait, on part des fonctionnalités techniques actuelles des plateformes de badge, et avec ce qui existe comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser au mieux pour que ce soit utile pour des employeurs? Premier choix. Ou deuxième choix, on s'affranchit de l'existant et des contraintes actuelles des plateformes et on imagine notre solution rêvée. Et après, on se posera la question de comment on peut construire ça avec les plateformes existantes, avec des API. Voilà. Et après mûre réflexion, on a opté pour la deuxième voie, qui est à la fois plus ambitieuse, mais plus risquée, parce qu'on n'a honnêtement aucune idée, je le dis en toute transparence, j'ai aucune idée de est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est faisable à court terme, comment on peut travailler avec une plateforme, peut-être OBF, peut-être d'autres, j'en sais rien, je n'ai pas d'action ni dans l'une ni dans l'autre, moi je veux voir tout ce qui existe, mais on n'est pas spécialiste de ça du tout, et donc on fait un peu un pari que c'est faisable de pousser un peu notre outil idéal, alors que les plateformes techniques ne sont peut-être pas opérationnelles pour ça aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, je vais vous décrire rapidement la solution à laquelle on est parvenu collectivement, puisqu'on est 5 à avoir travaillé ça. Et oui, je précise aussi que la solution a été, dans le design sprint, il y a une journée qui est dédiée à des tests, c'est-à-dire le prototype est testé auprès du public final. Comme le public final, c'était des RH, c'est pas moi d'ailleurs, c'est le cabinet Warren Walter, a testé auprès de RH et ils ont amélioré le prototype grâce évidemment à ces allers-retours très utiles. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en amont,
l'employeur, ou bien nous qui sommes en lien avec l'employeur, hein, nous, c'est l'EPEC ou la mission locale, par exemple, on est en lien avec des employeurs qui nous confient une offre d'emploi. Par exemple, une offre de coffreur, souvent, on a beaucoup de besoins dans ce domaine-là. Alors, on a pris l'exemple de Eiffage qui aurait besoin de recruter un coffreur. Il publie d'une certaine façon son offre sur Internet, mais dans notre espace Internet, dans notre espace où on va pouvoir rendre visibles les badges. Donc, cette offre, elle peut être décrite, bien sûr, hein, de façon classique. On peut indiquer que c'est un CDI, on peut voir le lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'offre est qualifiée à partir de badges. Donc là, on a par exemple distingué des badges de prérequis. Vous voyez sur mon écran le permis de conduire, par exemple, qui pourrait être requis pour cette offre. Et puis des badges de compétences associés. On a pris l'exemple là qu'il faut maîtriser le français à tel niveau, il faut avoir une bonne résistance physique, il faut maîtriser les gestes et postures professionnelles, travailler en équipe. Bref, il y a une discussion avec l'employeur pour définir, qualifier au mieux les prérequis de l'offre qui permettront au moins de susciter l'intérêt et de se dire le candidat, a priori, peut correspondre et j'ai envie de discuter avec lui. Ça, c'est la première phase. Alors, et la suite de la page, parce que je ne pouvais pas tout montrer bien, en dessous de l'offre, on peut voir déjà un outil de sourcing. Donc, on voit les candidats potentiels et le taux de correspondance, c'est-à-dire qu'il y a 6 candidats qui, a priori, ont 90% de correspondance avec les prérequis badgés, j'ai envie de dire. Et puis, il y a une deuxième catégorie, c'est 22 candidats qui ont une correspondance un peu moindre, 70 à 90%. Et on va pouvoir, vous comprenez bien, avoir accès à la liste des candidats. Donc, deuxième écran, on clique, on a accès à la liste des candidats pour cette offre. J'ai cliqué sur ceux qui ont entre 70 et 90% de correspondance. On a une liste avec un score, voilà, avec le nom, le prénom, l'âge. On a eu des grandes discussions sur la date de disponibilité du candidat, parce que l'employeur, il veut être sûr que ce n'est pas un profil qui date d'il y a 3 ans sur une plateforme en train de mourir. Voilà, donc il y a un enjeu autour de l'actualité des données. Et puis, on a les badges exigés, et puis on peut voir ceux qui sont obtenus ou pas obtenus. Voilà. Rapidement, l'employeur peut voir lui-même ce qu'il en est. Il peut cliquer sur un profil, par exemple Fahim, et il va avoir un portrait. Tout ça, à ma connaissance, n'existe pas dans les plateformes existantes, hein. Donc, c'est bien ça l'enjeu de développement complémentaire. Mais il peut voir un peu un profil, il peut télécharger le CD en PDF, bien sûr. Il va pouvoir voir un petit speech du jeune, peut-être une petite vidéo où il se présente. Il y aura une deuxième partie en dessous, je vais vous montrer après, où il va pouvoir voir le parcours du jeune. Mais je voudrais insister sur un point. Vous voyez là, dans mon petit encart, sur les badges, il y a une partie de rendre visibles les endossements. Et ça, c'est un point qui a été essentiel pour les employeurs et qui, pour moi, je l'évoque après à la fin de ma présentation, hein, qui pour moi est essentiel. C'est la question des badges et des valorisations, ça repose sur l'endossement en réalité. Et de mon point de vue, mais je ne suis pas non plus un expert du tout, mais de mon point de vue, on manque de fonctionnalités actuellement pour rendre plus visibles et lisibles les différents types d'endossement. Et les employeurs nous ont dit, grosso modo, c'est très bien qu'il y ait des endossements, mais tous les endossements n'ont pas la même valeur, à nos yeux de RH. C'est-à-dire que si pour telle compétence, ça a été endossé par des employeurs, là, ça m'intéresse. Mais si vous me dites que vous, mission locale, vous avez endossé, je vous fais moyennement confiance par rapport à cette compétence. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne nous font pas confiance par rapport à d'autres compétences. Ça fait partie d'une discussion. Mais en tout cas, la possibilité de rendre visibles des types d'endossement selon que ce sont des employeurs, selon que ce sont des structures d'accompagnement, par exemple, ou des pairs. Donc, on a rendu visible, là, vous voyez, les différents types. Il y a eu 4 endossements d'employeurs, 2 de structures d'accompagnement et 2 de pairs, en l'occurrence. Je poursuis la suite, le bas de la page, parce que c'est la même page, hein, vous voyez. Alors, ce n'est peut-être pas très visible, je m'aperçois que la résolution n'est pas très bonne, mais l'idée, c'est qu'on puisse rendre visible le parcours. Ça a beaucoup intéressé les employeurs de pouvoir facilement voir le parcours qui est à la fois un parcours d'acquisition de badge. On voit tel badge de compétences a été acquis à tel moment, mais aussi des parcours de vie, en fait, hein, des parcours de vie et des parcours d'acquisition de compétences.
Autre possibilité, alors bon, ça, je vais aller vite, hein, c'est quand l'employeur peut cliquer, le recruteur peut cliquer sur un badge, on retombe, je me suis permis de reprendre, on s'est permis de reprendre l'interface d'Open Badge Factory, donc on a les critères classiques ou l'assiduité, bref, ça, vous connaissez déjà. La possibilité de voir, évidemment, le détail, les commentaires des endossements, mais ce serait bien de rendre visible le statut hein, des endosseurs, d'ailleurs, on ne l'a pas mis là, mais ça aurait dû être plus visible. Et enfin, dernière fonctionnalité, si le profil intéresse le recruteur, alors il peut cliquer très facilement sur je prends contact. Je reviens sur la page d'avant où c'était plus visible. Hop, vous voyez, il y a écrit contactez-moi sur cette page-là. Hein, donc contactez-moi tout de suite. On a une mise en contact avec un message, voilà, un message qui est prédéfini pour faire gagner du temps. Et puis après, il peut modifier le message, bien sûr. Et là, il y a un début de mise en relation qui se fait. L'objectif étant vraiment que pour les réfugiés, on facilite ce premier contact, cette mise en visibilité du profil et des compétences, et qu'après, il y a un premier échange, et après, advienne que pourra, il y a un entretien qui se fait. Évidemment, on ne garantit pas que le recrutement se fera, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous présenter un peu rapidement et laisser un temps d'échange. J'imagine que vous avez des questions. Alors, mes deux grandes interrogations à l'issue de ce sprint, c'est je vous l'ai déjà évoqué, hein, comment rendre davantage visible et lisible peut-être les différents types d'endossement. Et puis deux, comment on pourrait développer de telles fonctionnalités. Quand je parle de telles fonctionnalités, c'est le prototype hein, qu'on a esquissé là, à partir d'OBP par exemple, parce qu'on voit bien que c'est la plateforme la plus utilisée, en tout cas en France, et que on voit plein j'imagine plein de possibilités à travers des API, à travers des plateformes dédiées telles que B-Connexion, où il y a Edgepass aussi, il y a Concrete, enfin, il y a plein de liens qui ont été faits entre OBP et d'autres plateformes. Donc, spontanément, je me dis, est-ce que ça, c'est envisageable? Et après, une fois qu'on a fait le lien et l'interconnexion des systèmes d'information, développer des outils plus spécifiques liés au recrutement. Dernier mot, et après je lance le débat. Les perspectives pour nous, concrètement, c'est mettre en place les open badges auprès des réfugiés. Hein, et là, on est en train de penser des ateliers avec les bénéficiaires, parce que là, je vous ai présenté l'angle recruteur. Mais bien sûr qu'il faut s'interroger et s'intéresser sur comment on fait comprendre l'intérêt pour les bénéficiaires, comment ils vont se les approprier. Voilà, il y a tout un enjeu autour des bénéficiaires, bien entendu. Deuxième enjeu à assez court terme, c'est multiplier les usages de badges dans d'autres projets et dans d'autres contextes. Alors, je sais qu'il y a déjà des projets d'open badge avec différentes cités éducatives en France. Hein. J'étais en lien avec le réseau Canopé là-dessus. Et il se trouve qu'il y a un projet de cité éducative dans le 18e et j'aimerais bien pousser ça comme projet structurant du réseau de partenaires de la cité éducative, parce que je suis évidemment convaincu que ça peut faire des liens pour des collégiens, en l'occurrence, qui vont naviguer entre l'éducation nationale, telle association, nous. Ce serait extrêmement intéressant d'avoir un outil qui construise un langage commun et qui permette aux jeunes de valoriser dans l'ensemble de l'écosystème de la cité éducative. Donc ça, je pense que c'est un autre contexte d'utilisation qui fera apparaître d'autres besoins. Et enfin, dernier axe, je pense, structurant d'utilisation, j'espère dans pas trop longtemps, c'est vraiment construire à l'échelle de Paris un territoire apprenant. Nous, on va participer, je pense, activement à l'animation du bassin d'emploi T1, puisque c'est son petit nom du SPRO, hein, le service public régional de l'orientation, qui est une compétence de la région, hein, du Conseil régional Île-de-France. Et je vais soumettre ça comme projet. Hein. On verra si les autres partenaires sont d'accord et s'en saisissent. Mais je pense que ce serait très intéressant justement d'avoir aussi les badges pour échanger et construire ce territoire, comme ça peut être le cas sur plein d'autres territoires. Hein. L'Île-de-France me semble, à titre personnel, assez en retard et Paris très en retard. Même si je sais bien qu'il y a plein de projets en ce moment au sein de la ville de Paris. Et je vois des collègues dans ma petite vignette qui sont des cours municipaux d'adultes, de l'ADAE. Enfin, il y a plein de projets et d'initiatives et je crois que c'est le bon moment justement pour se mettre autour de la table et voir ce qu'on peut en faire. Voilà, je crois que j'ai été peut-être un peu rapide, mais j'ai terminé.
Merci pour cette excellente présentation qui, à mon avis, va susciter pas mal de réactions. Euh, Avant de partir sur les questions, parce qu'on a quelques questions sur l'Etherpad, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient réagir à la présentation? N'hésitez pas à prendre la parole. Oh, je peux juste, de la part de l'EPEC, évidemment, et de la contribution que nous avons au programme Alero, piloté par la mission locale. Évidemment, pour nous, c'est un élément d'ingénierie sur lequel nous souhaitons nous investir pour être, alors là, sur la partie 26 ans et plus, hein, puisque vous avez compris, Alero, c'est tout public confondu, et la mission locale s'occupant des 18-25 et pour l'EPEC des 26 et plus. Donc, effectivement, pour nous, c'est un élément levier que nous faisons au quotidien, c'est de la remobilisation, de la valorisation des candidats. Mais là, du coup, c'est vraiment une aventure en lien avec les entreprises. Ce qu'a dit Raphaël est un élément évidemment prioritaire pour nous, c'est que ça doit être un moyen pour nos équipes relations entreprises de valoriser les candidatures et d'entraîner les entreprises. Alors, bien sûr, à reconnaître des candidats, ça c'est une chose, mais aussi à être en capacité d'endosser, c'est-à-dire d'attribuer cette reconnaissance sous forme d'un paid badge à des personnes qu'ils ont en période de mise en situation professionnelle ou en emploi de courte durée. On imagine évidemment que la relation entreprise, c'est aussi les acteurs de l'insertion par l'activité économique, donc aussi impliquer ces acteurs qui sont quand même plus sensibles aujourd'hui évidemment au public éloigné de l'emploi, mais aussi les organismes de formation. L'idée, c'est de travailler en écosystème, et là, je retrouve les éléments que Raphaël a énoncés. Nous sommes en cohérence avec ce qu'a dit Raphaël. Ça rassure pas. Et je pense que ça peut rassurer Raphaël sur le fait que j'ai compris tout ce que tu as dit, même si tu l'as dit très vite et très bien. Donc, c'est un élément qui est assez enthousiasmant au-delà de la technicité de l'accompagnement qu'on développe EPEC et Mission Locale. On est des techniciens de l'accompagnement, mais là, on se donne les moyens et une ambition. Après, ce que dit Raphaël, je le partage aussi, c'est que c'est une inquiétude, c'est qu'il faut que l'informatique qui est derrière cette machine, enfin cette attribution d'open badge, ça soit la plus simple pour tout le monde. C'est-à-dire que l'informatique s'efface devant l'objet qui, du coup, est le nôtre. Parce que si on voit bien que les interlocuteurs économiques sont bien sûr tous désireux de gagner du temps pour recruter. Donc, si on leur trouve un système qui est déjà long à comprendre et long à utiliser, on les perdra évidemment. Donc, c'est aussi cet enjeu de mettre en place un système simple. Et donc, c'est vrai que le design sprint des 5 jours qu'on a eu avec Warren Walter nous a permis d'aborder le sujet de front en disant il faut trouver quelque chose qui fait écho déjà à une pratique des entreprises d'utiliser des systèmes informatiques pour trouver des candidats. J'ai fini. Merci. D'autres réactions? Oui, Raphaël, je veux bien réagir avec un peu d'émotion en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est des sujets à la fois passionnants et qui, moi, me font beaucoup réagir. Je comprends, je vois bien de grands intérêts à ce système d'open badge en termes de valorisation des parcours, en l'occurrence là des migrants, en termes de réflexivité sur ses propres compétences. Tu as parlé de selfie badge, donc indépendamment du fait que dans le selfie, il y a moi-même et il n'y a pas les autres. Ça peut gêner, mais en même temps, je comprends bien qu'on puisse à un moment se centrer sur ce que je suis, ce que j'ai fait, ce que je vaux, la manière dont je peux le défendre, ce que sont mes appétences, mes compétences. Et ça, je signe à 150%, moi qui suis familier effectivement de l'accompagnement des parcours de formation et des parcours de vie des migrants. Je trouve aussi très intéressant l'idée de créer un écosystème où on fait se rencontrer sur des bases totalement renouvelées, c'est-à-dire pas publication de posts, CV, anonyme ou pas anonyme, etc. Mais on crée une communauté où se rencontrent des acteurs de l'emploi, des acteurs de leur vie, des bénéficiaires de leur vie, de leur métier, de leur projet, et puis des employeurs. En même temps, ce qui m'interroge, et ça c'est un choix que vous avez fait, et je me demande s'il n'y en a pas d'autres, et peut-être que les deux peuvent être combinés sur des projets différents.
Moi, ce qui me gêne toujours, c'est la manière dont finalement on met les migrants là où on en a besoin sur le plan économique, c'est-à-dire sur les métiers en tension, sur les bassins d'emploi, sur etc. Autant de terminologies qu'on connaît bien et qui, pour moi, ont tendance un peu à assécher et appauvrir les parcours des individus. Et je me demande si, et peut-être que c'est combinable, je me demande si une structure comme la vôtre ou d'autres structures, je pense au SCAP par exemple, mais Didier pourra peut-être en parler mieux que moi, on n'aurait pas intérêt aussi à créer une communauté de valorisation des compétences qui ne cherche pas immédiatement un adossement euh, des branches, un adossement des employeurs, mais qui justement offre quelque chose de nouveau. Parce qu'on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, on parle beaucoup de s'investir dans des associations, d'acteurs sociétaux, et je me demande si à un moment, l'approche que vous avez retenue, elle ne vient pas par l'endossement des entreprises, elle ne vient pas briser une dynamique que je trouvais extrêmement intéressante en termes de on sort du sentier battu des compétences toujours attendues. Et quand tu as dit tout à l'heure, je ne vais pas vous parler des référentiels sur lesquels on a adossé nos badges, nos open badges compétences, mais j'imagine qu'il y a Cléa, enfin je retrouve des choses de Cléa, je retrouve des choses des compétences fondamentales de la Commission européenne. Voilà, mon interrogation c'est comment est-ce qu'on combine à la fois des besoins légitimes, a fortiori quand on est des acteurs de l'emploi comme vous, des besoins légitimes de répondre aux attentes des entreprises et en même temps des besoins plus que légitimes et qui sont à mon avis totalement sous-estimés, qui sont en fonction de personnalité et voire d'un agrégat de personnalité autour de la dimension projet à plusieurs. Comment est-ce que je renouvelle les besoins du monde de l'emploi et comment est-ce que j'attire l'attention de recruteurs sur des compétences qu'ils ignoraient jusque-là. C'est-à-dire pas dans un cadre, là tu as pris le cadre c'était dans le bâtiment, c'était un métier recherché, tu as dit, j'ai oublié le nom. Tu vois. Le coffreur. Oui, ouais, coffreur, voilà. Bon. Mais est-ce que finalement les entreprises n'ont pas besoin, ils ont certes besoin de coffreurs, mais ils ont besoin de certains types d'hommes et femmes coffreurs, peut-être, qui pourraient leur apporter des surprises, même en termes de progression. Voilà, bon, j'en ai trop dit, mais tu vois bien un peu mes interrogations sur le sujet. Je crois qu'il y a Serge qui veut prendre la parole. Je répondrai peut-être après aux différents points. d'accord. Serge? Alors, tout d'abord, je pense que c'est une très très bonne idée d'être parti vers les employeurs, parce qu'il y a trop de projets Open Badge où on est dans, comme on dit en anglais, spray and pray. On va donner des badges et puis on prie qu'il va se passer quelque chose derrière. Donc là, il y a un objectif concret, c'est pour l'employabilité, et donc on veut travailler en direction des employeurs, et donc on crée un outil où il y a un service derrière. On pense à un service derrière. Donc, le problème avec les badges aujourd'hui, c'est que ça manque de service. Donc, bravo. Et puis, bien sûr, faut pas tenir compte des plateformes telles qu'elles sont aujourd'hui parce que sinon, on est limité. Ensuite, on sait bien qu'en informatique, c'est toujours une question de compromis. Hein. On fait avec ce qu'on a. Si on arrive à développer, autre chose, c'est bien. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié la carte qui est un parcours de vie. Parce que ça, c'est une chose que j'ai souvent défendue, souvent utilisé une image d'un photographe que j'avais vu une exposition à Rennes. Là-dessus, on voyait quelqu'un qui traçait un trait lumineux sur une photographie et on voyait le parcours de ville de la personne. Et c'est vrai qu'un parcours de ville, ça dit beaucoup de choses sur la personne. Ça ne dit rien de ses compétences, en même temps, ça dit beaucoup de choses sur la personne. Et c'est une invitation à la conversation. Et moi, ce qui m'intéresse dans les badges, c'est que c'est une invitation à une conversation. Et que la conversation, il ne faut pas forcément être dans le détail. Un parcours de ville, ça peut être une ouverture de conversation. Mais quand on pense à l'insertion, je vais arrêter là.
il y a nos collègues de Caen, du Dôme à Caen, qui sont sur un projet de remobilisation dans lequel ils travaillent par équipe. Ils ont des cohortes d'une vingtaine de personnes qui les accompagnent. Et certains s'étaient posé la question, quels sont les badges qu'on va faire pour ces personnes-là? Et les réactions qu'a eu Mathieu Debar et puis la mienne, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait des badges pour les autres, y compris avec les autres? C'est-à-dire l'idée que le badge, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des badges qui seraient des badges collectifs, qui seraient des badges qui comprennent à la fois les personnes qui accompagnent, absolument, ouais, comme les personnes qui sont accompagnées. J'aime pas trop l'idée de bénéficiaire, quoi, parce qu'il y a une espèce d'asymétrie. Et moi, dans les approches autour de la reconnaissance, je suis toujours très attentif à avoir une symétrie. D'ailleurs, ce qui a été intéressant, c'est lorsque les premières plateformes Open Badge étaient arrivées, où d'un côté, il y avait les plateformes qui permettaient d'émettre des badges et d'autres, le badge pack, le backpack de Mozilla, où on ne pouvait que recevoir des badges. Donc, on avait une situation qui était profondément asymétrique, avec d'un côté les autorités qui n'avaient même pas besoin de prouver avec leur badge qu'elles avaient le droit d'émettre des badges ou qu'elles avaient leur qualité. Elles étaient esqualitées le droit d'émettre des badges. Les autres, ils n'avaient que le droit de recevoir des badges. Donc, je pense que cette question d'asymétrie devait être un indicateur à prendre en compte quand on développe un projet de reconnaissance qui utilise les badges pour rendre visibles ces reconnaissances. Parce qu'on ne fait pas de projet Open Badge. On fait des projets de reconnaissance dans lesquels on utilise les badges pour rendre visibles les reconnaissances. Je pense que c'est une distinction qui est assez importante à faire. Et alors, moi, ce que j'aime bien dans ce qui a été fait, c'est cet aspect aussi de vouloir bâtir un écosystème. Et ça, c'est absolument critique. Mais dans cet écosystème, tout le monde devrait être impliqué, à la fois comme receveur et demandeur de badge. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec les gens de différents et compétents, donc qui travaillent avec des personnes qui sont en situation de handicap, dans lequel ils ont fait un programme absolument merveilleux autour de la RAE, donc la reconnaissance des acquis de l'expérience, qui est la VAE telle que la VAE devrait être en réalité. Donc, ils ont fait une RAE qui est la VAE de demain, j'espère. À savoir que c'est zéro échec. C'est-à-dire qu'on reconnaît ce que la personne sait faire et pas simplement on vérifie si elle s'aligne bien par rapport à un diplôme. Et donc, et là, on mettait en place des processus de reconnaissance qui étaient simplement pour les publics en situation de handicap. Mais quid des personnes qui accompagnent, qui sont aussi reconnues par ces personnes qui sont en situation de handicap? Et donc, il ne faudrait pas ajouter l'insulte au mal fait, hein, add insult to injury, comme on dit en anglais, à savoir que non seulement la personne, elle va avoir des badges pour être reconnue, mais on ne lui reconnaît pas les capacités de reconnaître. Y compris de reconnaître les personnes qui l'accompagnent. Et donc, je pense que si on met en place un système, un écosystème, il faut vraiment qu'il soit un système démocratique dans lequel tout le monde avance ensemble, et y compris peut faire des erreurs ensemble. Et donc, l'idée qu'une personne, quand elle va se présenter auprès d'un employeur, elle va pouvoir présenter le badge peut-être de la cohorte 2021 en disant, voilà toutes les personnes qui ont participé à cette cohorte, aussi bien les personnes qui sont accompagnées que les personnes qui accompagnent, et tout le monde a le même badge, si vous voulez. Alors, je suis d'accord pour qu'il y ait d'autres badges en même temps, mais cette idée qu'on se retrouve tous ensemble autour d'un collectif qui est le collectif qui accompagne un projet dans lequel tout le monde avance ensemble. Voilà la remarque que je voulais faire. Mais sinon, c'est vraiment super comme point de départ d'un projet. Et Serge, en prenant la parole, là, vous dissipez certaines de mes craintes. Et c'est vrai que moi, je suis très sensible à cette question d'asymétrie et de valeurs. Vous parlez de valeurs démocratiques, mais effectivement, on est toujours dans le rapport formatif. Il y a le formant, le sachant et l'apprenant, alors qu'en fait, ce qui doit se jouer, c'est un peu comme des Gaston Pinault, Henri Desroches et autres l'ont promu, c'est le fait qu'il y a un accompagnant, il y a un coach, il y a quelqu'un qui permet d'identifier par des savoirs institués qui maîtrisent mieux, qui permet d'identifier, de voir et d'accompagner sur la base d'une trajectoire, d'une projectoire, etc.
Et je trouve que cette dimension de communauté, de badge, et d'ailleurs, ça lui donnerait, peut-être que bon, je parle trop. Raphaël, je te laisse la parole. Ouais. Je vais d'abord, après il y aura peut-être sûrement d'autres questions. Je réagis aux deux interventions, hein. Évidemment, j'ai présenté qu'un angle, un de nos angles d'attaque, et ce que vous dites, j'y souscris, moi, en tout cas à titre personnel, j'y souscris complètement. Quand j'ai dit qu'on ferait des badges de parcours, bien sûr que j'avais en tête un badge collectif, projet Alero, et qui pourrait être, évidemment, dont tout le monde pourrait être bénéficiaire, bien entendu, hein, les salariés comme les jeunes et adultes réfugiés. J'ai aucun souci avec ça, hein. Je comprends bien l'enjeu de l'asymétrie des positions qui sont statutairement un peu en décalage, et donc les badges n'ont pas vocation à renforcer une situation inégalitaire, je suis bien d'accord. Mais j'ai quand même deux remarques. La première, c'est pour ça que je vous ai présenté la logique de pratiques qui peuvent être reconnues et valorisées à travers une infinité de badges. Et là, il n'y a pas de limite. Et ça répond peut-être, Hugues, à ta remarque, c'est-à-dire on sort des cadres. Le badge même employeur coffreur, on pourrait tout à fait négocier avec l'employeur. Ça fait partie de la discussion que nos chargés de relations entreprises vont avoir avec lui, que ce n'est pas les 3 badges classiques que j'ai mis là, mais c'est d'autres badges et d'autres badges pratiques qui pourraient être valorisés. Ce n'est pas impossible en tout cas. Donc l'idée qu'on est, mais en même temps, je pense nécessaire d'avoir effectivement le contrepoint qui est un nombre de compétences qui est limité pour le coup, qui est donc réducteur, parce que réducteur, donc lisible, et qui correspond effectivement à des référentiels qu'on peut tout à fait critiquer. Il y en a 1000, on pourrait enlever ça, rajouter ça, mais à la limite, peu importe. Mais en tout cas, c'est un langage qui, lui, est assez partagé et qui, Thierry l'a très bien dit tout à l'heure, hein, les employeurs, ils ont besoin que ce soit un outil, c'est très utilitariste, quoi. Il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit compréhensible rapidement. Et si juste on se contente, entre guillemets, d'afficher les 4000, j'exagère, pas 4000, mais les 40 ou les 400 badges de pratiques très diverses des réfugiés, je pense que ça va les desservir. Je pense qu'il faut un système où on tient les deux bouts de la chandelle. La diversité et la richesse des pratiques qui permet aussi de sortir des cadres, et en même temps, c'est mon côté macronien peut-être, je ne sais pas, et en même temps, effectivement, un langage commun qui réduit la richesse, mais qui la rend plus lisible et plus opérationnelle. Et je pense que nous, on assume avec l'EPEC ce côté-là, Thierry l'a bien dit. J'entends ce que vous me dites sur, oui, la symétrie, etc., mais il ne faut pas perdre de vue que d'abord, ce que nous demandent, nos publics, c'est trouver un boulot rapidement. Et je suis d'accord par la méthode, la reconnaissance, c'est important, mais il y a un côté très utilitaire. Et si on peut leur montrer que les badges, même un peu contraints, j'ai envie de dire, hein, dans un système un peu contraint, leur fait gagner une étape, ou en tout cas augmente leurs chances, je pense que c'est bien. Voilà. Juste pour réagir, parce que je trouve que l'expression que Serge a utilisée sur l'intérêt de la symétrie dans la relation, ça m'a fait penser à l'intérêt que nous aurions peut-être d'avancer. Parce que dans le programme Alero, il y a ces histoires, évidemment, enfin ce projet d'Open Badge, mais en même temps, il y a un projet de sensibilisation des entreprises à l'intégration des réfugiés. Et de penser aussi que dans la démarche RSE que certaines entreprises peuvent avoir, on pourrait rentrer aussi sur une valorisation de cette RSE concrète, hein. Il ne s'agit pas de faire de la communication, mais d'avancer vers eux en leur disant, mais est-ce que vous souhaitez, vous, être badgé entreprise inclusive? Est-ce que vous voulez rentrer dans cette communauté de ceux qui laissent de la place à ceux qui en ont pas ou peu ou pas du tout? Et du fait, on pourrait réfléchir du coup à des badges dédiés aux entreprises en regard de leur activité d'inclusion. Ce qui les rendrait attractives
pour les personnes réfugiées, enfin c'est notre public, mais les personnes réfugiées en disant, waouh, là j'ai une entreprise qui fait cette démarche-là et qui me donne envie d'échanger avec elle. Ce que je trouve assez intéressant, ce qu'a dit Serge aussi, merci pour votre expérience. Serge, je ne sais pas d'où elle vient cette expérience, mais franchement épatant. Du coup, c'est de dire que ce badge, ça permet une curiosité et une discussion. Mais justement, c'est tout notre enjeu, et là, Raphaël l'a dit, c'est d'arriver à mettre les gens en relation. C'est dans l'ensemble des candidats, du coup, qu'une entreprise peut avoir besoin de rencontrer, et elle va faire un système entonnoir. Elle va se dire, j'ai 100 candidatures, j'ai pas le temps de les voir, j'en prends 5. Et donc, notre enjeu, c'est d'être suffisamment attractif, mais effectivement, on pourrait imaginer que l'entreprise elle-même a donné envie aux personnes du coup et je pense qu'il y a des entreprises qui font les efforts d'intégration des personnes éloignées de l'emploi et que c'est peut-être ça qu'on pourrait essayer d'entraîner parce que plus elles seront à même de elles-mêmes se poser la question d'obtenir un badge, plus elles comprendront ce que les personnes font pour être elles-mêmes badgées. Donc franchement, grâce à cet échange, j'ai ça en tête. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est si on est dans cette démarche-là, ce qui est intéressant, il faut penser en termes d'accessibilité. Comment rendre accessibles les emplois? Et c'est vrai que traduire les offres d'emploi sous forme de badge, c'est une forme d'accessibilité. C'est plus lisible pour les personnes. Donc ça, c'est très bien. En même temps, on peut imaginer que lorsqu'un employeur a eu 3 ou 4 candidats, va ne retenir qu'un seul candidat, l'employeur va pouvoir endosser les autres candidats en disant ah oui, vous êtes super vous aussi, mais malheureusement, je n'ai qu'un poste pour vous. Et donc, de faire que dans l'entretien, que même un échec lors d'un entretien d'embauche soit en même temps une réussite. C'est-à-dire que la reconnaissance soit là. Et donc, il n'y a jamais d'échec. Bon, sauf si la personne échoue totalement, mais il n'y a jamais d'échec total. Donc, tenir compte de dire vraiment, on crée un écosystème de reconnaissance et que le but, ce n'est pas d'éliminer, mais c'est d'inclure, y compris d'inclure quelqu'un qu'on ne va pas embaucher. Merci Serge pour cette réaction, cette proposition. Je vous invite on va se rapprocher des questions. Il y a une première question donc, sur le pad. Les employeurs potentiels ont-ils été associés à votre réflexion sur l'expérimentation des Open Badges? Les éventuels candidats ont-ils été associés? Se projettent-ils sur l'utilisation de leur badge? Peu, pas assez, pour être tout à fait honnête. Non, en fait, on ne savait pas exactement comment avancer. Alors, on s'est dit, bah, ce serait bien d'y réfléchir avec un format donc un peu d'intelligence collective et qu'on voit déjà comment on appréhende, parce qu'il y avait plein de façons d'appréhender le sujet. Donc, on s'est dit, bah, ça, c'est un bon format parce que on aura des idées collectives à plusieurs, c'est toujours mieux. On pourra les tester déjà auprès de quelques premiers recruteurs qui ont été associés à la fois la première journée en tant qu'experts, c'est-à-dire dans le Design Sprint, le premier jour, on peut solliciter des experts du sujet. Donc, il y avait des RH déjà qui étaient là et on les a interrogés sur leur pratique. Ça, c'était la première étape. Puis après, la deuxième étape, ça a été lors du temps de test. Mais c'est maintenant que ça va se faire, cette étape de mieux challenger l'outil. Mais encore une fois, l'outil, je l'ai déjà dit, hein, il y a des questionnements techniques, quoi. Est-ce qu'on est capable de proposer ça en fait concrètement aujourd'hui? Non, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire à un employeur, bah, il suffit d'aller là, on va vous créer votre page avec votre offre dans un sous-domaine d'Open Badge Factory. Voilà. Il y a des problèmes techniques. Mais l'idée, c'est quand même qu'on aille solliciter maintenant à la fois à l'EPEC qui a son réseau d'employeurs et nous qui avons aussi notre réseau de recruteurs, d'employeurs, hein, avec qui on échange depuis longtemps, de confronter ça. Et sur le volet bénéficiaire, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas réfugiés, puisque c'est eux qui participent à notre programme, bah, on est en train d'y réfléchir. On n'a pas encore créé les ateliers. Nos conseillères se réunissent en ce moment-là pour voir comment ça va se passer, parce que c'est aussi une inconnue totale, pour être honnête. Il y a des questions linguistiques, hein, vous doutez bien, avec le public réfugié, même si pour ce programme-là, à l'Hérault,
on intègre des personnes qui ont quand même un niveau de maîtrise suffisant du français pour pouvoir quand même échanger, au moins en français sur leur parcours, il y a quand même évidemment des limites linguistiques qui font que ça redouble la difficulté d'expliquer la logique des open badges. Je voudrais faire aussi une remarque sur l'idée du matching. Hein. Voilà, on va matcher les compétences d'une demande et d'une offre. Bon, pour ma part, ça ne marche pas, ce truc-là. D'accord ? mais je comprends que ce n'est pas un problème si ça ouvre une conversation. D'accord ? Donc, ça c'est secondaire. D'accord ? On y croit ou qu'on n'y croit pas, pour moi, ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça déclenche quelque chose. En revanche, je ne sais pas si vous connaissez les pratiques de open hiring. L'idée, c'est présentez-vous, on ne vous demande pas de CV, on ne vous demande pas votre diplôme, mais vous vous présentez et puis on a 2 postes à pourvoir et on va voir les candidats qui viennent, mais il n'y a pas de présélection qui est faite. Donc ça s'est fait dans certains pays, en Hollande, en Finlande, donc des expériences assez intéressantes là-dessus. Et je pense que ce qui serait intéressant avec les employeurs, c'est peut-être pas simplement de leur vendre, on va vous apporter les bons candidats, mais c'est peut-être aussi de leur vendre un engagement dans lequel ils acceptent de prendre une cohorte de candidats et que lors de cette rencontre, il y a une production de reconnaissance qui se fasse aussi et qui est peut-être éventuellement une embauche, mais que les autres personnes qui viennent puissent tirer un bénéfice de cette participation. Donc, les pratiques de open hiring, à mon avis, sont intéressantes au moins à prendre en compte et d'inciter les employeurs à pas simplement avoir des approches trop critériées qui éliminent. Un critère, ce n'est pas grave si ça rassemble. Le problème, c'est quand les critères éliminent. C'est un peu pour ça qu'on a poussé pour mettre une petite capsule vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu dans le parcours, justement. On a dit que c'est important que la personne, en effet, puisse se présenter. Il y a évidemment l'enjeu justement de la maîtrise du langage du français. Hein. Mais c'était un peu ça aussi, l'idée. Mais après, on revient sur nos injonctions paradoxales. C'est qu'évidemment, on voudrait ne pas exclure et en même temps, on est sur une logique, on veut agir sur un processus de recrutement qui, par construction, est une logique d'élimination. Alors, je trouve ça très, très bien l'idée de dire mais même les candidats qui n'ont pas été pris peuvent être reconnus comme ayant évidemment de l'intérêt, une valeur. Donc ça, je trouve ça très bien. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que oui, le marché du travail est une violence par construction. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un boulot et puis il y en a plein qui espéraient qu'ils ne l'ont pas. Donc voilà, on a envie de remédier à ça. Mais en même temps, c'est la loi du marché du travail. Question suivante. J'aime bien la variété des open badges, pratiques, compétences, selfie pour permettre à chacun de construire son identité. Peux-tu détailler un peu plus la façon dont sont reçus, compris les open badges par les bénéficiaires? Je crois que c'est une question de Philippe, me semble-t-il. Ouais, ben malheureusement, on pourra peut-être refaire un temps de présentation dans quelques mois quand j'aurai plus de recul, parce qu'honnêtement, je ne peux pas vous dire en fait. Je peux pas vous dire. Honnêtement, je ne dis pas qu'on a fait un truc en chambre complètement déconnecté parce qu'on a beaucoup échangé avec des collègues qui rencontrent des jeunes. Voilà. Mais je n'ai pas assez de recul pour vous dire comment s'articule concrètement, notamment cet enjeu majeur hein, des badges de pratique qui peuvent après passer à une reconnaissance de compétences en fonction de pratiques très diverses. Comment ça permet dans la discussion justement d'identifier des savoir-faire qui dépassent la seule action. Par exemple, j'ai organisé un festival de musique, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre comme je sais pas, capacité d'organisation, de travailler avec d'autres, de rigueur, de débrouillardise, bref. Comment je peux valoriser ces éléments à travers cette expérience-là, mais à travers d'autres expériences. Et si je fais endosser cette reconnaissance de pratique, à un moment, c'est un festival que j'ai organisé, à un autre moment, c'est j'ai gardé des enfants, à un autre moment, c'est j'ai construit une maison. Au bout d'un moment, il peut y avoir une traduction dans un niveau de compétence plus général. Et ça, c'est ça qu'on aimerait tester. Question suivante. Serait-il plus pertinent de fusionner badge de pratique et badge de compétences? Vous avez même intégré les compétences dans les badges de pratique. Le risque est d'avoir une usine à gaz.
Intellectuellement, j'aime bien la matrice du dôme, mais à l'usage, je trouve cela très lourd si on la suit à la lettre. De même concernant les niveaux de badge. Donc, je ne sais pas si la personne qui a rédigé cette question veut préciser. Non, c'était bien. C'est tout bon? Bah, je vois ce que vous voulez dire parce que ça fait des architectures un peu compliquées et peut-être à l'usage, on s'apercevra que tu as raison, Chris, c'est pas pertinent. Mais en tout cas, je trouve quand même que la distinction, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, entre les pratiques et les compétences, elle me paraît essentielle parce que, encore une fois, les pratiques, je peux vouloir faire reconnaître plein de pratiques parce que j'estime que ça a du sens pour moi et que ça peut avoir de la valeur. Par exemple, je m'étais fait un selfie badge, moi, que je sais jouer au poker. Voilà. Je reprends souvent cet exemple parce qu'il est pratique. C'est pas je sais jouer au poker, c'est j'ai joué au poker. Et donc, je peux décrire ça et je peux me faire reconnaître cette pratique par, d'abord, je peux montrer que j'ai gagné des tournois en ligne, je peux montrer, je peux le documenter facilement. Mais je peux aller plus loin. C'est-à-dire que je pense que c'est plus intéressant de dire, OK, j'ai un badge où je dis que j'ai joué au poker, mais à travers cette compétence, de cette pratique, je peux vouloir faire reconnaître des compétences différentes. Je suis capable de me concentrer longtemps, je suis capable de maîtriser mes émotions, je suis capable d'être endurant physiquement même, parce qu'il faut tenir la cadence. Et je trouve que rendre visible dans un badge de pratique, pouvoir le faire, je ne dis pas que c'est obligatoire d'associer une compétence, mais de pouvoir associer à une pratique des compétences, après, ça permet de faire le badge de compétences peut être un méta-badge en disant, dès lors qu'il y a X pratiques pour lesquelles on a associé telle compétence, la capacité de concentration, et qui ont été endossées par plein de personnes, alors j'octroie ce badge de compétences au niveau 2, 3. Bon, après, la question des niveaux est un autre enjeu majeur, mais je pense que c'est intéressant de garder la pluralité, l'infinité possible des pratiques et en même temps de pouvoir les recentrer dans un référentiel de compétences plus limité. Alors, du coup, Samuel s'interroge si ton selfie badge a été endossé par Patrick Bruel ou pas. Je n'ai pas son adresse email pour le solliciter. Alors, et puis, remarque de Philippe, Raphaël joue-t-il un all-in avec ce projet? Absolument, je suis très joueur. Alors, question suivante. Quelle est l'échelle de reconnaissance de ce badge? C'est-à-dire, quel est le périmètre? Est-ce qu'il concerne uniquement Paris? Non, pour moi, non. Non, pour moi, non. Il y a pas les réfugiés là qu'on accompagne. On serait ravis qu'ils trouvent du boulot en Nouvelle-Aquitaine grâce au badge ou ailleurs, hein, bien sûr. Donc non, c'est pas territorialisé en ce sens. En revanche, on aimerait bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vraiment pousser au développement d'un écosystème territorial pour le coup. Je l'ai évoqué avec le projet des cités éducatives du 18e qui est très très localisé pour le coup. Hein. C'est quelques établissements scolaires, des associations qui gravitent autour. Voilà, c'est extrêmement localisé. Et puis Paris qui est une deuxième échelle territoriale. Mais donc là, ce serait plutôt pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie de reconnaître ensemble. Est-ce qu'on justement on a ce référentiel de compétences, est-ce qu'il est partagé? Est-ce qu'on endosse les badges des autres structures? Qu'est-ce qu'on entend par les niveaux? Est-ce qu'on parle bien de la même chose quand on dit le niveau 1 ou le niveau 2? Et voilà, c'est plutôt cette logique-là. Mais après, voilà. Question suivante. Je transformerai les badges d'offres en badges de profil métier ou autres sous forme de méta-badges élaborés à partir de certains badges de pratique compétences. Chris, c'est toi? Ouais. Tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Je me dis, à partir de badges de compétences ou de pratiques, etc., vous pourriez identifier des grands profils types qui, sous forme là, de méta-badges qui seraient automatiquement délivrés. Parce que j'ai du mal à voir le badge offre, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'est plus la question d'identifier des profils d'appétence à certains métiers, pas des métiers en tant que tels qui risquent d'avoir une pluralité de badges. Mais souvent, voilà, certains profils peuvent correspondre à plusieurs métiers et ensuite matching. Mais moi, j'ai envie de dire les deux. Les deux m'intéressent. C'est effectivement des types de métiers en disant
parce qu'on sait bien que telle compétence plus telle compétence plus telle compétence, il y a des métiers très différents en fait qui peuvent être liés à l'association de 4 compétences un peu clés. Et donc, ça nous permettrait d'élargir les champs professionnels. Et ça, c'est un enjeu fondamental pour nous, les structures d'accompagnement, c'est de ne pas limiter les personnes qu'on accompagne, jeunes ou pas jeunes, à ce qu'ils ont comme représentation des métiers. Et donc, leur dire, mais tu as déjà validé ça et ça et ça, et donc, en fait, tu ne le sais pas, mais ça peut t'ouvrir tel et tel champ. Pour nous, c'est hyper fécond. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc des méta-badges d'offres, alors je ne sais pas, ou de profils de métier, oui, on peut le nommer autrement. Mais ça n'empêche pas de garder l'idée dans le sous-domaine recrutement, spécifiquement avec des employeurs. Je crois que ça n'empêche pas de garder cette notion d'offre où justement, on a une discussion entre les recruteurs qui ont un besoin et nos chargés de relations entreprises, parce que ça nous permet de réinterroger leurs besoins. On sait bien qu'il y a plein d'employeurs, ils ne s'embêtent pas, hein, ils disent « moi je veux un bac+4 qui sait tout faire, etc. » Mais là, on a un levier pédagogique, j'ai envie de dire didactique, pour dire « mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'en ne prenant pas telle et telle compétence, ça ne vous suffirait pas pour au moins être rassuré sur l'employabilité de tel et tel profil ?» Donc je pense que les deux n'ont rien à voir en fait, hein. Ce n'est pas les mêmes sujets ou de préoccupations, mais les deux sont intéressants. Après, je voulais juste aussi te dire que techniquement, en tout cas sur Open Badge Passport, tu pourrais permettre de débloquer justement ces badges de profil ou ces badges d'offres à partir de sous-Open Badge obtenus compétences ou pratiques. Et l'employeur en fait pourrait identifier directement les personnes qui possèdent ces méta-badges via la cartographie ou via la recherche des mêmes bénéficiaires de ces badges afin d'identifier en tout cas les candidats pertinents. Donc, je dirais que techniquement, en tout cas, c'est déjà possible de le faire sur Open Badge Passport. Après, oui, il n'y a pas ce degré de nuance avec les pourcentages, les degrés de correspondance. Mais déjà, tu pourrais déjà tester ça sans autre développement. En tout cas. Ouais. Bah, c'est ça ça faisait partie de nos choix d'orientation stratégique. Je savais que c'était faisable techniquement, c'est MetaBadge tout simplement qui permettent effectivement de sourcer. Et puis j'ai vu qu'il y a d'autres plateformes où j'ai eu l'impression que c'était plus développé. Alors, je ne sais pas si c'est Badger ou avec des parcours de badge où c'est très facile d'associer des compétences et après il y a un arbre de décision, quoi, et on peut facilement combiner des compétences. Mais je n'en connais pas plus. Vraiment, si vous avez des bons contacts pour nous, pour discuter de ces questions-là plus techniques, on est très preneurs quand même. Parce que nous, on a un système d'information et justement, on a un portail. Alors là, je parle Mission Locale de Paris. Hein. Je ne parle pas EPEC, mais on a un portail Internet et le but, justement, c'est de capitaliser l'ensemble des données importantes sur les parcours des jeunes. Parce que là, nous, on accompagne des jeunes. Et donc, on prévoit à chaque fois des interconnexions avec des systèmes tiers. Et on le fait déjà sous forme d'API. Donc, on aimerait bien prévoir ça, quoi. Soit c'est une plateforme dédiée locale, parisienne, par exemple. Mais à minima, ça pourrait être un système d'API où après, nous, on a plus la main sur les données qui sont créées sur Open Badge Passport ou Factory et après, on les présente dans notre ergonomie et dans notre système. Après, il y a des développements en effet en cours, comme le précisaient Philippe et Chris dans le chat, du côté d'Open Badge Passport. Donc, il y aura une annonce qui sera faite prochainement sur la possibilité de rendre visibles des parcours à partir de badges, de créer des parcours à partir de badges. Mais je vous invite à vous rapprocher des fournisseurs de plateformes pour voir quels sont les développements qui pourraient être réalisés et qui pourraient correspondre à vos besoins. Et en même temps, faire profiter la communauté. Question suivante. J'aime l'idée de travailler les offres d'emploi qui sont très insatisfaisantes aujourd'hui. Est-ce que c'est votre point de vue? Les employeurs vous ont-ils fait part de la difficulté de rédiger des offres d'emploi? Ça, peut-être Thierry pourra mieux répondre que moi. Moi, je ne sais pas, mais ce qu'on constate, nous, c'est que, vous le savez tous, hein, il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur, en fait, hein, avec des secteurs en tension, des métiers en tension très forts. Et donc, ces employeurs-là seront plus sensibles
évidemment à une autre façon de recruter, et donc de recruter sur la base de compétences plus transversales. Je pense que ça pourrait les intéresser. En tout cas, c'est évidemment par eux qu'on voudrait commencer, quoi. Après, il y a des employeurs qui ont sans doute déjà en tête les métiers de demain et qui ne savent pas les recruter aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut évidemment les aider parce que tout à l'heure, il est parti, mais du coup, le collègue des conseils municipaux d'adultes, du coup, évoquait le fait qu'on oriente de façon systématique ou trop systématique, du coup, les personnes réfugiées et d'autres vers les métiers en tension qui sont de fait des métiers difficiles, je veux dire, difficiles physiquement, difficiles du coup sur des tas de sujets. On pourrait aller sur des secteurs plus attractifs, enfin plus attractifs, peut-être plus dans les intérêts que les gens ont. Mais c'est vrai que de fait, aujourd'hui, si les recruteurs trouvent leurs candidats sans problème, ça sera compliqué de leur demander un effort supplémentaire. Par contre, on sait déjà qu'il y a des secteurs qui sont en évolution de métier. Tous les 2-3 ans, ils le savent, c'est structurel. Donc, ils peuvent du coup avoir du mal à recruter sur des profils types parce que du coup, ces profils types sont déjà inadaptés, ou inadaptés ou en cours de ne pas être adaptés à l'évolution de 2-3 ans. Et donc là, effectivement, ceux qui sont en forte mutation de façon constante peuvent être intéressés par des modèles du coup de recrutement qui ne s'assoient pas sur un diplôme et une expérience parce que de fait, ça ne suffira pas pour trouver les bons candidats. Donc, il y a peut-être ces deux aspects. Oui, les secteurs en tension, c'est une chose. Puis après, on a aussi des secteurs en tension, mais qui entraînent des personnes aujourd'hui dans la reconversion. Moi, je vous parlais tout à l'heure de la petite expérience que nous avons sur les métiers du vélo. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne venaient pas sur la mécanique vélo et qui y viennent. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, leur situation les pousse à cela et que le secteur d'activité de la mécanique vélo aujourd'hui, elle demande elle a un sursaut de besoins de personnel. Donc, du coup, là, il y a peut-être des choses à faire, sachant qu'évidemment, sur ces métiers-là, on a des enjeux qui sont valorisants parce que ce sont des enjeux qui mènent au respect des règles du coup de vie qu'il faut changer, entre autres en ville, de circuler de façon plus éco-responsable. Donc, on voit bien qu'il y a, et on voit ça aussi sur l'agriculture urbaine, il y a des secteurs comme ça qui sont aujourd'hui très valorisés parce qu'en lien avec la transition écologique, qui pourraient être des secteurs très attractifs pour l'ensemble de la population et les réfugiés, évidemment. Merci. Alors, encore 3 petites questions. On s'arrêtera pour 19 heures, je pense. Comment maintenir dans cet écosystème qui se construit la symétrie nécessaire entre la personne reconnue et celle reconnaissante? Alors ça Patrice, c'est une question c'est juste pour la poser là, parce que c'est en fait une question qui a été posée tout à l'heure par Serge et qui a déjà été débattue, mais c'est pour pas l'oublier, quoi. D'accord. Et puis celle qui suit aussi. Alors, elle pourrait être mise ailleurs, mais voilà, c'est des points de vigilance plus que des questions, je pense qu'on peut poser là comme ça. D'accord, merci. Alors, du coup, on va peut-être, je crois que c'est Serge, la dernière question. Quid des pratiques en relation avec des communautés de pratique? Être reconnu comme membre d'une communauté de pratique. Juste, les badges de pratique, c'est intéressant par rapport aux badges de compétences. Ce que je dis souvent, on a des communautés de pratique, mais on n'a pas de communauté de compétences. Ça n'existe pas, les communautés de compétences. Donc, l'idée de mettre en avant les communautés de pratique et de s'associer à une communauté de pratique et de se faire reconnaître par une communauté de pratique. Donc, si on prend l'exemple du joueur de cartes, eh bien, être reconnu par sa communauté, c'est pas simplement dire je pratique tel jeu, mais je pratique tel jeu et il y a ces autres personnes qui pratiquent ce jeu-là. Et ça peut être aussi de reconnaître les compétences des gens qui pratiquent ce jeu-là. Et donc, on ne dit pas simplement je joue au bridge, mais j'appartiens à la communauté des gens qui jouent au bridge. C'est un peu différent quand même. De la même façon, ce n'est pas la même chose de dire je sais faire telle opération dans le bâtiment et je fais partie de la communauté de pratique des gens qui travaillent dans le bâtiment. À mon avis, là, il y a quelque chose à creuser pour créer des espaces un peu plus ouverts. Une réaction de Philippe qui demande à prendre la parole.
Non, je voulais juste dire qu'on va avoir quelques centaines de milliers de postes d'agriculteurs à remplacer dans les 10 années à venir. Donc, pensez à l'agriculture aussi. C'est pas encore en tension, mais bientôt. Il y a plein de belles choses à faire et de nombreuses compétences voilà, qu'on peut investir, très variées. Numérique, agronomie, comptabilité. Christophe? Je voulais dire à Raphaël et à Thierry en fait que j'ai posé sur le pad, à la fin juste avant les questions-réponses, là, on a mis en place quelques lignes de propositions et je me suis permis en fait d'ajouter la proposition de se rapprocher de l'expérience en cours dans le cadre qui implique un consortium dans le cadre d'un PIC 100% inclusion, donc qui va vous parler et qui implique sur un des 4 territoires en question, qui est Grand Paris Sud, la mission locale de Sénart. Parce qu'en fait, on utilise dans le cadre, je dis on parce que j'en fais partie en Centre-Val-de-Loire, c'est un des 4 territoires, et on utilise en fait une plateforme parmi d'autres, hein, et voilà, c'est celle-là qui a été là proposée au départ, qui s'appelle Let's Hub et qui se rapproche de pas mal de préoccupations et de problématiques que vous avez mis là, et qui, eux, du coup, sont en expérimentation depuis déjà 2 ans, qui ont fait pas mal d'essais-erreurs, c'est le principe du PIC, hein, donc ils ont joué le jeu, et qui intègrent les badges, etc., et qui aboutissent aujourd'hui à la proposition de CV augmenté, on va dire, et les premières expériences de confrontation, entre guillemets, candidats à l'emploi et conseillers, pas forcément employeurs pour l'instant en tout cas, mais conseillers de type Pôle emploi, étaient vraiment concluantes, parce que justement le fameux CV avec des trous trop visibles, là, il peut facilement être, il peut plus facilement être résolu en tout cas. Voilà. Et oui, merci de me rappeler ça, parce que je connais bien Yannick Diclou, mission locale de Sénart, et puis j'avais même déjeuné avec le consultant qui portait ça, Let's Hub, il y a 2 ans, j'ai oublié son nom. Jean-Philippe Oran. Pardon? Jean-Philippe Oran, peut-être. Jean-Philippe Oran, absolument. Oui. Et c'est vrai que je ne sais pas du tout comment ça a avancé ce projet. J'ai cru comprendre que ça avait du mal à un moment à démarrer, mais oui, bien sûr, il faut que je vais les recontacter. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Serge, une petite réaction pour finir? Parce qu'il y a Denis Pensu qui fait un commentaire en disant il parle des échanges réciproques de savoir. Donc, si on prend ces jeunes ou les personnes qui sont accompagnées, dans quelle mesure on peut mettre aussi en place ces échanges réciproques de savoir, et donc que ces personnes qui sont accompagnées puissent peut-être en accompagner d'autres. Oui, on le fait en fait déjà, même si c'est pas pensé, c'est pas, mais on le fait. Par exemple, on a chez nous beaucoup de jeunes qu'on prend après en service civique, par exemple, hein, et on a notamment des services civiques réfugiés, et justement ils sont après en rôle d'animation de ces communautés, d'interface. Donc les statuts sont moins rigides que peut-être que je les ai donnés à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien des groupes multiples. On a aussi des parrains qui interviennent auprès des jeunes, qui n'ont pas des statuts de salariés, de sachants. Ce n'est pas non plus la même relation, vous voyez, professionnelle versus personnes qui seraient en demande. Donc voilà, il y a effectivement déjà, rien qu'à notre échelle, à nous, hein, on a un écosystème assez divers en fait d'interrelations. Après, néanmoins, je trouve qu'il ne faut pas se cacher que les jeunes viennent nous voir pour demander un service ou une aide parfois parce qu'ils sont en grande détresse. Et qu'en face, on a des professionnels qui ont leurs propres contraintes, leur propre charge de travail et qui apportent aussi une expertise. C'est-à-dire que ça nous amène dans un débat très, très long hein, sur l'asymétrie. Et autant je considère qu'effectivement, il faut
il ne faut pas rigidifier des positions et faire sentir qu'il y a une personne qui est en demande et qui reçoit des badges versus des personnes qui savent et qui sont capables d'évaluer et qui distribuent. Ça, je comprends qu'il ne faut pas du tout aller vers là. Mais en même temps, je ne nie pas les différences d'expérience, de savoir, de posture, de conseil, quoi. Il y a bien quelqu'un qui, à la base, est en demande. Ça ne veut pas dire qu'il n'apporte rien à l'autre, mais ça veut dire qu'il est vraiment en demande. Et l'autre qui est un professionnel. Donc, je ne suis pas pour gommer toute logique qui est une logique professionnelle et une logique d'accompagnement. Dans la relation d'accompagnement, il y a effectivement des positions. Et à nous de faire en sorte que ce ne soient pas des positions qui figent et qui créent des inégalités, bien sûr. Hein. Mais néanmoins, il y a des positions qui ne sont pas égales. Ce n'est pas vrai. Dans la notion de démocratie, on est bien dans un système qui est un système d'échange, mais qui n'est pas un système démocratique au sens de la cité grecque démocratique. Ce n'est pas vrai non plus. Mais ce sont deux débats peut-être. Sur la question de l'échange réciproque de savoir, pour l'avoir pratiqué en situation d'orientation, moi, ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est que quand on met les personnes dans la configuration d'échange de savoir, c'est-à-dire que chacun doit offrir et demander, donc il y a symétrie complète, eh bien, ça inverse, ça bousculait les rôles. C'est-à-dire que je me retrouvais avec des jeunes qui avaient des positions très affirmés et des professionnels qui exprimaient leurs doutes. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que justement, ça rebattait les cartes par rapport à une relation subalterne, quoi, en quelque sorte. Mais la question que je voulais poser justement sur ces jeunes, par exemple, qui vont être en posture d'animation, parce que je n'étais pas là au début, je m'en excuse, est-ce qu'ils vont obtenir un badge du fait d'avoir animé? On ne l'a pas décidé formellement, hein, mais bien sûr, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème avec ça. Oui. Parce que ça, je trouve que c'est un badge qui vient renforcer un autre badge plus ciblé. C'est-à-dire que moi, je suis employeur. Si je vois que ce jeune a un badge qui correspond en effet à mon attente opérationnelle, mais qu'en plus, il a des compétences communicationnelles validées par le fait qu'il a animé un groupe, ça, je trouve ça très intéressant. De la même façon que sur un CV, on va voir quelles ont été les responsabilités associatives d'un candidat en bas de la feuille, quoi. Oui, tout à fait. Bien, je vais prendre la décision de terminer cette excellente batch clinique. Il est bientôt 7 heures. Merci Raphaël, merci Thierry, et merci à tous les participants et participantes. Et puis, la vidéo sera disponible prochainement. N'hésitez pas à la faire circuler. Donc, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube de Reconnaître. Merci bien. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Et Patrice, le pad disponible toujours en lien avec la vidéo en podcast. Oui, et puis le pad peut être retrouvé sur le site de Reconnaître, en fait, à la batch clinique, à la date de l'événement, il y a le lien vers le pad. Ok, merci. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci.